Merci beaucoup Mathieu encore de ta présence. Merci Majdeline. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, j'ai fait une enquête pendant 2 ans sur la pollution plastique pour me rendre compte un petit peu du phénomène, comprendre un petit peu comment on fabriquait le plastique, comment on pouvait éviter toute cette pollution. Je me suis entretenu avec des marques, avec des industriels, des fabricants de plastique, des recycleurs, des ONG, des chercheurs pour essayer bien de comprendre qu'est-ce que le plastique, comment on le produit et comment on peut faire pour éviter qu'il se retrouve dans l'environnement. Donc, la première chose à savoir, quand on parle de plastique, c'est bien comprendre qu'est-ce que le plastique. On va faire un tout petit peu de chimie, ça va durer 30 secondes. Qu'est-ce que le plastique? Donc, par exemple, ici, là, j'en ai. Alors, c'est un matériau qui est composé de polymères. Un polymère, c'est quoi? C'est une très longue molécule qui est constituée de plus petites molécules à la base des monomères. On peut l'imaginer comme un collier de perles. Vous voyez, le collier, le long fil, c'est le polymère. Et les perles sont constituées des monomères. À cela, on va rajouter des additifs et des adjuvants. On peut imaginer donc un sac rempli de colliers de perles avec des petits grains qui sont des additifs pour donner des propriétés particulières au plastique en termes de couleur, en termes de rigidité ou de souplesse, et les adjuvants pour faciliter en fait la fabrication du plastique. Il y a différents types de matériaux plastiques. Il y a le PET, il y a le polystyrène, il y a le polyester, le PVC et bien d'autres, dont le polyamide. On ne va pas pouvoir entrer dans le détail de tous les matériaux plastiques. Sachez uniquement déjà que le polyester, c'est le même plastique que le PET. Le PET, c'est celui de vos bouteilles d'eau, que je peux voir au premier rang par exemple. Donc quelles sont les principales utilisations du plastique? En Europe, la première chose, c'est l'emballage, 39,7%. Donc effectivement, on fabrique beaucoup de plastique, principalement pour les emballages. Après, l'utilisation, c'est pour les bâtiments, la construction, l'automobile, les équipements électriques, le numérique, l'agriculture. Et vous pouvez voir à droite d'autres applications, dont les textiles. En 2017, il y avait une production de 348 millions de tonnes de plastique dans le monde, hors fibre. 348 millions de tonnes en 2017, on est parti de 2 millions de tonnes en 1950. Donc on voit vraiment une production exponentielle du plastique. La moitié du plastique produit depuis l'origine a été produit en fait depuis les années 2000. Donc il y a vraiment une croissance exponentielle. Si on s'intéresse uniquement aux fibres, il y a 111 millions de tonnes de fibres qui sont produites et 65% sont des fibres synthétiques. Donc vous voyez bien qu'on est majoritairement habillé en plastique de la tête aux pieds. Avant de parler de cette jolie diapo, on peut se demander comment est produit le plastique. En fait, vraiment, il faut bien comprendre de quoi est constitué le plastique, on en a parlé, mais surtout, à partir de quoi? En réalité, ce n'est pas majoritairement à base de pétrole, de gaz et de charbon, à hauteur de 92%, 7% de recyclé et uniquement 1% de biosourcé. Quand on parle de biosourcé, c'est à partir de la biomasse, c'est-à-dire quelque chose qui est d'origine animale, végétale ou de micro-organismes. Donc encore une fois, principalement à base de pétrole. Quand on parle de pollution plastique, moi je vois vraiment 3 aspects. Il y a le premier qui est l'aspect le plus visible, qui est la pollution que l'on trouve dans l'air, dans les sols et dans la mer. Et tout ce qui est la pollution un peu plus invisible avec les microplastiques et les nanoplastiques. Il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est le mix de production. Donc, ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on fait à base de pétrole ou de biomasse pour savoir est-ce qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique ou pas. Et le dernier aspect, évidemment, c'est les aspects sanitaires en termes de migration à la fois d'additifs et de monomères et toutes les questions de perturbateurs endocriniens. Et en plus, on peut ajouter la contamination par les micros et les nanoplastiques. On va parler un peu de pollution dans les océans, parce qu'on en entend encore beaucoup parler du 7e continent, comme quoi il y a des îles de déchets, il y a beaucoup de vidéos sur Internet qu'on peut voir, où effectivement il y a des fleuves remplis de déchets, il y a des plongeurs qui nagent parmi les déchets. Donc ça, en général, c'est vraiment plus près des côtes, là où il y a la pollution plastique qui est la plus élevée. Et quand on parle des continents de déchets, en réalité, il n'y en a pas un, il y en a 5. C'est en fait au milieu des océans. C'est 5 gyres océaniques, c'est des endroits en fait où les courants sont très faibles et en fait il y a une accumulation de macro-déchets mais vraiment éparpillés et beaucoup de micro et de nanoplastiques.
on parle de 270 000 tonnes de plastique qui flottent et 150 millions de tonnes de plastique qui est entre la surface et le fond des océans. Les fonds des océans, ça peut aller très bas. L'endroit le plus profond, c'est la fosse des Mariannes dans le nord-ouest du Pacifique et qui va à 11 000 mètres de profondeur. On parle de fosse, on peut imaginer un grand trou très fin. En réalité, ça fait 2500 km de long, 70 km de large et donc 11 km de profondeur. On pourrait mettre beaucoup de plastique à l'intérieur et les chercheurs, effectivement, sont à la recherche du plastique perdu. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, sur les 270 000 tonnes qui flottent et les 150 millions de tonnes disparues, on ne sait pas où ils se trouvent. Actuellement, les estimations sont environ 8 millions de tonnes supplémentaires qui finissent dans les océans chaque année. Et la grande question est, est-ce que le plastique est au fond des océans, dans les canyons sous-marins ? On a vu quelques images, effectivement, on voit quelques sacs plastiques, quelques pneus, quelques objets, mais on ne sait pas en réalité réellement où ils se trouvent. Et du coup, il y a des recherches, notamment pour savoir est-ce qu'il est majoritairement sous forme de microplastique, est-ce qu'il est accumulé dans la vie aquatique, à l'intérieur des animaux, est-ce qu'il est majoritairement dans les glaces de l'Arctique ? Il y a des chercheurs qui ont fait fondre de la glace et qui ont trouvé jusqu'à 12 000 particules de plastique par litre, donc c'est assez énorme. Et donc voilà, vraiment comprendre où est ce plastique. Ça, c'est les océans, mais il y a effectivement aussi tous les déchets qui sont dans les décharges, qu'elles soient à ciel ouvert ou contrôlées. Majoritairement dans le monde, elles sont plutôt non contrôlées. Et il y a également des microplastiques, et notamment des fibres, donc de textiles synthétiques, dans l'air. Il y a une étude qui a estimé qu'il y avait de 3 à 10 tonnes de fibres plastiques qui se déposaient sur Paris chaque année. Tout ça, effectivement, à l'origine des vêtements en plastique, des textiles, qu'ils soient dans des voitures, dans des intérieurs, sur des canapés. En plus des 270 000 tonnes et des 150 millions, il y a environ 1 million de tonnes de microplastiques, dont 190 000 qui sont dus à ces fibres synthétiques. Pourquoi ? Parce que, vous en avez peut-être entendu parler, un cycle de lavage peut émettre jusqu'à 720 000 fibres dans l'eau. En station d'épuration, il y a une très grande majorité qui va être arrêtée, de 85 à 95%, mais vu le nombre de textiles synthétiques, vu le nombre de machines à laver, il y a des milliards et des milliards de fibres qui vont finir comme ça dans l'environnement, dans les océans. Quelles sont les différentes formes ? Si ça marche, voilà. On revient. Alors, là, c'est un petit schéma pour montrer du coup vraiment les plastiques du macro au micro et même au nano. Donc il y a effectivement dans la mer, on trouve des très gros objets, donc qui sont supérieurs à 2 mètres. Il y a des grands filets de pêche. Il y a des bacs qui continuent à flotter et des bouteilles d'eau qui sont remplies d'air, par exemple. Tout ça, ça va être colonisé par la vie aquatique et au bout d'un moment, ça va finir par couler. On parle de microplastique pour tous les petits bouts qui sont inférieurs à 5 mm. On parle de nanoplastique pour tout ce qui est plus petit que 1 micromètre, soit 100 nanomètres. Donc vous pouvez voir qu'il y a des microplastiques primaires qui sont, par exemple, les microbilles dans les dentifrices ou les détergents. Dans les détergents, il y a des microbilles qui permettent de donner un aspect un peu opaque. Il y a des microplastiques secondaires et des nanoplastiques secondaires qui sont dus en fait à la dégradation de plus gros objets en plastique sous l'action des vagues, des UV, du sable et du vent. Je vais remettre celle juste avant pour voir les petits animaux. Donc on va pouvoir parler un petit peu des effets dans l'environnement. Il y a des effets sur la vie aquatique, il y a des accumulations du plancton jusqu'aux baleines. Vous avez dû voir aussi toutes les baleines retrouvées mortes avec du plastique dans l'estomac. Et il y a des effets le long de la chaîne alimentaire, en fait, de l'accumulation le long de la chaîne alimentaire avec des effets sur la reproduction, par exemple. Il y a des microplastiques dans l'alimentation. Les chercheurs en ont trouvé dans l'eau du robinet, dans l'eau en bouteille, dans les sodas, dans le miel, dans les moules, dans le poisson. Donc en gros, dans tout ce qu'on mange. Et il y a pareil des primaires qui sont là
à cause du mode de production, et il y en a qui sont à cause des modes de transformation dans les usines. Vu qu'il y a du plastique un petit peu partout, il peut y avoir des relargages de plastique. Quelles sont les principales causes de cette pollution? Alors moi, j'en vois réellement 4. Il y a tout d'abord la surproduction de plastique. On a vu qu'on est passé de 2 millions à 348 millions de tonnes, avec des usages dans les emballages qui sont de plus en plus superflus. J'ai pu assister hier aussi à toutes les présentations sur la fast fashion. Donc on pourrait mettre également tous ces matériaux synthétiques à l'intérieur de cette case. Il y a le deuxième aspect qui est vraiment dû à la gestion des déchets. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à la collecte des déchets. Mais même là où on collecte les déchets, on peut voir, par exemple, en France, on est juste à 22%, si on peut mettre les diapos juste après, 22% de recyclage. Dans le monde, on est à 15%, et au niveau européen, on est à 31%. Tout le reste, en fait, est mis en décharge ou valorisé énergétiquement, ou plus simplement incinéré. Dans le monde, c'est vrai que le mode majoritaire de traitement des plastiques, c'est la mise en décharge, donc à ciel ouvert, où ça va être finalement incinéré au bout d'un certain temps, et donc libérer des fibres dans l'air. Le troisième aspect, c'est la gestion des eaux. Alors s'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas de collecte des déchets, il y a 80% des eaux usées mondiales qui ne sont pas du tout traitées. Et dans les eaux usées, il y a beaucoup de plastique. Vous imaginez bien que dans une ville où il n'y a pas de collecte des déchets, déjà on voit du plastique partout. Dès qu'il pleut, c'est emporté dans le fleuve et ça finit à la rivière. Donc, troisième aspect, il faut améliorer la gestion des eaux dans le monde. Et enfin, le dernier aspect, et peut-être le plus important qui vous concerne le plus, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Dans le monde, une entreprise qui veut vendre du plastique, qui veut mettre sur le marché un produit emballé dans du plastique ou un vêtement en matière synthétique, il n'est pas responsable de la fin de vie de son produit. Ça veut dire qu'il ne va pas payer pour la collecte des déchets et il pourra le mettre sur le marché dans un pays où il n'y a pas de collecte. Donc s'il n'y a pas de collecte, on ne pourra pas le traiter en fin de vie et on pourra encore moins le recycler. Et du coup, c'est la dernière slide. Et pour les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on voit il y a beaucoup de problèmes. Comment on peut améliorer le recyclage? Alors pour améliorer le recyclage, déjà il faut des infrastructures de collecte, des infrastructures de tri, de gestion de déchets. Il faudra des stations d'épuration partout dans le monde. Donc ça coûte très cher. Donc quand on voit tous les engagements en ce moment qui sont de quelques milliards des multinationales pour s'engager contre la pollution plastique, en réalité, on aurait besoin de centaines de milliards, d'un accord contraignant, un petit peu comme l'a été l'accord de Paris sur le climat, pour justement vraiment avoir des engagements de financement d'infrastructures. Donc ça, on va dire, c'est au niveau macro. Au niveau individuel, ça va être déjà pour nous, pour protéger notre santé, dans son intérieur, de limiter au maximum le plastique dans sa cuisine. Parce que vous imaginez bien que si vous avez une planche à découper en plastique, que vous découpez, vous allez ingérer des petits bouts de plastique. Dans la chambre, il y a énormément de textiles synthétiques, énormément de fibres. Quand on fait sécher en intérieur son linge, en fait, on a des fibres un petit peu partout. Donc ça va vraiment essayer de limiter au maximum le contact avec le plastique. Il y a de nombreux projets en ce moment pour justement lancés par des startups qui sont de réutiliser le plastique plutôt que de faire de l'usage unique. C'est vraiment très important. Limiter au maximum la production de plastique jetable pour remettre un petit peu des nouveaux modes de distribution. Hier, j'ai assisté par exemple à l'atelier sur la mode sans plastique et vraiment quand j'entendais vraiment le besoin d'avoir des solutions. Sur, par exemple, chaque vêtement qui est emballé en plastique, il y avait des alternatives pour emballer par des plastiques dits biosourcés. Mais on pourrait peut-être imaginer des choses qui vont un petit peu plus loin sur la réutilisation, peut-être des plastiques plus épais mais réutilisables, qui pourraient avoir une nouvelle mode, une nouvelle logistique pour aller beaucoup moins vers le jetable, mais beaucoup plus vers la réutilisation. En ce moment, il y a aussi des alternatives, des solutions qui sont par exemple la fibre Econil, qui en fait vont aller chercher des filets de pêche pour recycler sous forme de matériaux synthétiques. On peut se dire qu'actuellement,
les marques auraient, s'il y a des grandes marques parmi vous, qui pourraient financer des recherches. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu, les fibres qui sont relâchées dans l'environnement, même si on utilise des fibres recyclées en polyester plutôt que des fibres vierges, au final, quand on va les laver, elles vont être également libérées dans l'environnement et avoir les mêmes impacts. Quand on va utiliser du polyester en fin de vie, les chiffres du recyclage du plastique de façon générale ne sont pas très bons. Sur les habits synthétiques, ils sont encore plus mauvais. Et du coup, en fin de vie, il ne va pas être recyclé. Il va finir en décharge ou incinéré. Donc, il pourrait y avoir des recherches également sur l'amélioration du recyclage de ces fibres-là. Donc, si on prend de façon globale, qui peut aider et faire quelque chose pour réduire la pollution plastique ? C'est tout le monde. C'est à la fois les citoyens, les marques, les gestionnaires de déchets, les gestionnaires des eaux, et bien sûr tous les industriels et tous les citoyens qui peuvent utiliser à la fois moins de plastique, mais valoriser surtout les alternatives, que ce soit sur la réutilisation. En ce moment, il y a un peu la mode avec le retour de la consigne qui va se faire de plus en plus pour avoir des nouveaux modes de distribution. J'en ai fini.